Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent juste après le repas. J'espère ne pas vous endormir, en tout cas j'espère vous réveiller un petit peu après le repas. Merci encore pour l'orga, c'était top, le repas super bon aussi, et merci pour l'orga, c'est top. Alors aujourd'hui on va parler de Legacy. Alors, qui a déjà travaillé sur un Legacy? Oh là. J'aurais peut-être dû commencer par qui sait ce que c'est un Legacy. Je vois un peu des mains hésitantes. Qui a déjà contribué à faire du legacy? Je pense qu'il y a beaucoup de menteurs. Donc on va parler de legacy, vous allez voir, c'est un petit rec sur mon expérience de l'intégration d'un outil externe sur mon système un peu vieillissant. Et vous allez voir, on a rencontré plein de problématiques et on s'est aussi un peu ouvert les chakras. Et on a aussi démystifié le legacy. Le legacy, c'est pas forcément quelque chose de mal. On le voit souvent comme c'est legacy, c'est historique, etc. On n'y touche pas. C'est la boule de pu qui dès qu'on met la moindre ligne de code dedans, il y a tout qui explose à l'autre bout du système. Mais en tout cas, le but c'est un peu de vous montrer le retour là-dessus. Et vous verrez, il y a plein de solutions, il y a plein de patterns, il y a plein de choses qu'on va essayer de voir ensemble dans ces 45 minutes. Je vais commencer par la première chose, de replanter ce que c'est un système legacy. Alors les définitions, on en a un peu partout. Et moi j'ai pris, enfin bon, j'ai pas été chercher loin, j'ai été chercher sur Wikipédia. J'ai pris la définition française que je vous ai remis un peu en anglais. Et je vous ai mis les mots en gras qui sont vraiment importants. C'est un système, software, qui est utilisé dans une organisation, qui a été supplanté par un système un peu plus moderne. Et tout ça, enfin, qui pourrait être supplanté par un système plus moderne. Et le fait d'avoir ce système qui est encore utilisé, ça le rend difficile à être remplacé et ça coûte cher et c'est risqué dans l'entreprise. Donc ça, finalement, derrière cette définition, elle est assez simple, hein. C'est un vieux truc qu'on a du mal à faire bouger et qu'on n'arrive pas à enlever. Moi, ce que je veux juste vous mettre en lumière là-dessus, c'est que c'est pas forcément un vieux truc. En parlant de vieux trucs, moi je suis pas tout jeune non plus, mais j'ai pas envie de me faire remplacer tout de suite. Mais en tant que tel, un legacy peut arriver très vite. Un legacy, vous pouvez déjà contribuer dès maintenant à un legacy. C'est pour ça que je vous disais juste avant, est-ce que vous avez déjà contribué à un legacy? Moi, je pars du principe que je fais du legacy tous les jours. J'en génère tous les jours. Parce que demain, il y aura forcément un système plus moderne, plus récent, mais en tout cas qui répondra mieux à mes objectifs de mon entreprise. Donc voilà. Ne mettons pas c'est vieux, c'est legacy. Passer la quarantaine, voilà, je préfère ne pas mettre ça dans le même côté. Donc qui a déjà contribué à faire du legacy? Ça va, le message est passé. En parlant de vieux trucs, je vais vous parler un petit peu de... J'aime bien commencer par une frise des temps. Qui a connu le Commodore 64? Les cassettes magnétiques qu'on mettait pour développer quelque chose, les cassettes. Vous avez tous cette image de la cassette et du crayon. À quoi ça sert? Il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi ça sert, le crayon et la cassette. Et voilà, bon, j'ai commencé là-dessus, pas en 82, hein, je venais à peine de naître. Mais est-ce que c'est un système legacy? Ça a été supplanté par des systèmes plus modernes, je pense qu'on peut dire oui. Je suis fan de Retour vers le futur, ça c'est pas legacy, hein. C'est actuel, c'est quelque chose de moderne et ça le restera toujours, en tout cas dans mon cœur. Java, moi c'est un backend Java, dev backend Java depuis 2004 maintenant. J'ai fait du Java 2, 1.2, pardon. J'ai fait des EJB, des JMS, des trucs comme ça, de la servlette, la JSP où on codait les accès bases de données dans la JSP. Les trucs legacy. Voilà, donc ça c'est mon fonds de commerce. J'en fais plus hein, de JSP avec GameCube. J'en ai racheté une récemment, c'est toute ma fac, je les ai passées sur le GameCube. Et ça marche encore bien. Ça marche encore bien. Une bonne Péritel et c'est parti. J'ai travaillé beaucoup avec des échanges, des systèmes type de messages, enfin des systèmes type broker de messages, JMS, ActiveMQ. Vous verrez, on en parle aussi, parce que c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir découpler des systèmes et aussi vous permettre du coup d'ouvrir votre système legacy
au reste du monde. Kafka, du coup, forcément. Grosse appétence autour de Kafka, qui est un système qui est quand même assez hallucinant dans la maîtrise. Je sais qu'on a des gros utilisateurs de Kafka dans la région. Je suis du Nord, je viens de Lille, donc je ne connais pas du tout. Je connais Michelin quand même. Je sais que c'est des gros utilisateurs de Kafka et c'est vrai que c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, qui est complexe à mettre en œuvre, qu'il faut bien connaître, mais c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. 2011, j'ai du mal à trouver une date de création de Google Cloud, parce que c'est assez compliqué. Il y a des services qui sont apparus en 2011, de l'App Engine, je pense les premières versions, et du coup ça fait quand même 13 ans que le cloud existe. Voilà, juste pour mettre un peu le domaine, c'est un peu vieux du coup, hein, parce que c'est legacy. Windows 10, il fallait que je mette un truc entre 2011 et maintenant, donc Windows 10. Je suis pas forcément fan, mais et du coup le Volcamp qui est complètement actuel et c'est une belle conf que je découvre, que j'avais jamais vu et merci encore une fois de votre présence et on va du coup avancer sur moi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, Sébastien, je viens du Nord. Je suis un dev back Java, cloud, archi, je fais de l'échange, je fais du training sur du Kafka, je fais plein de trucs. Et là, je veux plutôt me centraliser sur mon expertise autour de l'architecture logicielle, l'architecture. Alors, on met plein de termes derrière le terme d'archi, mais c'est les hommes à tout faire, souvent. Donc l'objectif de cette présentation, c'est d'intégrer un composant SaaS dans une application, dans un système un peu legacy, monolithique, ou en tout cas assez complexe, et de voir un petit peu comment ça se passe. Le cas d'usage, je suis un site de e-commerce qui vend des choses. J'ai tout un système qui existe pour gérer des produits, des prix, des stocks, bref, des clients aussi. J'ai une plateforme d'échange en place, j'ai une problématique de délai. Le Nord, on a beaucoup de retail. Auchan, Decathlon, Kiabi, Nord-Auto, Leroy Merlin. C'est que des boîtes du Nord et on bosse beaucoup avec ces boîtes-là. Donc ils ont des magasins, ils ont des sites web et ils vendent des trucs. Donc l'objectif de ce projet était d'intégrer le système de marketplace dans nos sites web. Le principe de marketplace, c'est je vends les produits de quelqu'un d'autre à travers mon site web. Je mets en avant les produits de quelqu'un d'autre. Donc il y a plein d'outils qui permettent de gérer des marketplaces, mais gérer une marketplace, c'est bien d'avoir l'outil, mais c'est aussi important de réussir à l'intégrer à notre système pour afficher les produits avec les bons prix et les bons stocks sur le site web. C'est important de faire transiter les commandes qui sont passées sur mon site web de ces produits-là. Il faut que ça reparte dans les outils, etc., etc. Voilà un peu le contexte. Un petit disclaimer, hein, si vous avez déjà vu des choses où j'ai changé tous les noms, on va essayer de parler de façon globale. Mais vous inquiétez pas, et je pense que vous allez tous connaître. Alors j'aime bien commencer par ça, parce que ça montre un peu notre système, dans quel état il était. J'exagère, mais pas loin. Un système complètement tentaculaire, avec des bases de données dans tous les sens, des intégrations, des interactions, point à point entre toutes mes applications, des applications qui recopient la donnée des autres, qui fait des modifications dans la donnée des autres, et ça grandit au fur et à mesure, parce qu'on n'a jamais le temps. J'ai bien aimé la première conférence. Prendre le temps de bien faire, prendre le temps de réfléchir avant de partir, dans le retail, souvent on n'a pas le temps. Voilà, il y a une opération commerciale qui doit partir, il faut aller vite, etc. etc. Et au détriment d'une qualité architecturale qui nous amène à ce type de système. C'est la vision très pessimiste des choses, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, j'imagine que vous avez déjà vu ce genre de choses. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Voilà, moi j'ai mon système de marketplace, un outil à prendre. Je dois réussir à l'intégrer à tout ça, le faire communiquer avec ma gestion de stock, le faire communiquer avec
avec ma gestion de produits. J'ai déjà des produits existants, comment je fais tout ça? Il y en a un peu partout, c'est le bazar. Donc c'est simple, la solution c'est ça. La solution c'est d'avoir mon composant, mon application qui communique avec mon système. Donc ça, on voulait faire ça. Sur le papier, moi j'aime bien, en tant qu'archi, je fais des dessins. Sur un tableau blanc, ça passe. Il y a des problématiques, mais on verra plus tard, et finalement c'est pas compliqué. C'est pas si simple que ça, vous vous en doutez bien, sinon j'aurais été un peu trop vite, je pense. Ouais, un peu court. C'est pas si simple que ça, mais on est parti du principe qu'on voulait gérer et apporter surtout de l'événement dans notre système. Mon système Legacy travaille avec des batchs qui tournent la nuit, qui recopient des données ou qui recalculent des données de façon régulière, et ça prend des plombes pour calculer ces choses-là, les photos de stock, etc. etc. Le fait de faire arriver un nouveau produit, un nouveau système dans votre système Legacy peut permettre de ramener un peu de modernité. Alors modernité, pas de la modernité. Des nouvelles possibilités, des nouveaux usages. Et en tout cas, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on voulait, c'était ramener un peu de gestion d'événements. Donc faire un peu de l'architecture orientée événements sur un système complètement Legacy. Un peu complexe. Mais voilà, encore une fois, moi, un tableau blanc, ok, j'ai rajouté juste des événements au milieu, il n'y a pas grand-chose. Et mes événements, ça va être une modification de produit, une modification de prix, une commande qui part dans l'autre sens. Facile. Donc les architectures orientées événements, elles vont vous permettre de faire tout un tas de choses. De gérer du temps réel. Ce que cherchent tous les retailers, et je pense bien d'autres entreprises, de gérer du temps réel. Alors le temps réel, c'est du presque temps réel. Pouvoir faire en sorte de, quand j'ai un produit qui sort du stock, il n'y a plus de stock, je veux l'enlever dans la minute de mon site web. Donc ça, c'est des choses où on va avoir besoin de temps réel pour gérer ce genre de choses. On va pouvoir gérer de la scalabilité, on verra tout à l'heure à quel endroit on va gérer de la scalabilité. On va pouvoir découpler nos applications. Donc nos applications, vu qu'elles sont à l'heure actuelle connectées point à point, j'appelle un endpoint de mon petit copain à côté pour récupérer les produits. Demain, peut-être qu'on pourrait découpler ces deux systèmes en mettant des événements au milieu, en mettant un autre sous-système, et de faciliter la modernisation de petites briques de mon composant au fur et à mesure. Ça gère de la scalabilité, on peut gérer de la scalabilité plus facilement, de la gestion d'erreurs, etc., etc. Donc c'est un gros challenge, parce que dans un système legacy, tout le monde pense base de données, pense ma structure en base de données, c'est un état, mon client il a cet état-là, et on ne pense pas mon client a fait une commande ou mon client a modifié son adresse mail. Si j'ai envie de faire des choses sur la modification de l'adresse mail d'un client, à l'heure actuelle, il faudra que je fasse un batch toutes les nuits, que je regarde tous mes mails, tous mes clients, que je regarde la date de dernière modification. Est-ce que ça correspond à une modification de mail? C'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est pas simple. Quand on a des événements, on peut faire ce genre de nouvelles choses, et c'est la grande complexité de changement d'état d'esprit entre la vue état que j'ai de mon objet par rapport à la vue événement sur mon objet, sur mon business term, si je prends un exemple, sur mon produit, mon client, etc. Donc il y a un gros changement de mindset. L'avantage là avec mon petit projet, c'est un gros projet, intégrer une marketplace dans un site web, c'est pas si simple que ça. L'avantage c'est que j'avais un petit terrain de jeu devant moi pour pouvoir gérer ce genre de choses. Sur les événements, on n'a pas été chercher de nouvelles choses. Alors, qui connaît les spécifications Cloud Event? Ok. Cloud Event, c'est une spécification justement qui définit ce que devrait être un événement dans tous les systèmes. Donc le principe, c'est de se dire qu'un événement, ça contient, alors on pourrait voir que c'est des headers, mais ça contient des informations un peu types, un peu classiques pour tous les types d'événements, et après, en fonction de l'événement que je reçois,
j'ai une partie data qui est un peu différente. Donc voilà, on a une enveloppe qui va cacher l'objet concret, le business term que vous allez manipuler. Donc la spécification Cloud Event est plutôt sympa. Elle est utilisée aussi à travers Google par exemple. Tout ce qui est notification événementielle dans la plateforme Google à base d'Event Arc, vous avez du Cloud Event qui est mis en place. Donc le but, c'est de parler tous des langages un peu différents, mais sous la même forme. Comme ça, tout le monde sait consommer des événements de ce type-là. On a planté le décor, je vais faire de l'architecture orientée événements, je vais faire des événements à base de Cloud Event, je vais brancher mon système SaaS, et maintenant, voilà, c'est là que les problèmes vont commencer. Premier problème, c'est que notre composant SaaS, il a été choisi parce que c'est le meilleur et tout, sauf que le composant SaaS, c'est pas faire d'événements. Donc déjà, on est mal barré, on s'est tiré un peu une balle dans le pied à la base. Mais c'est pas grave, vu qu'on n'a pas le temps, on va demander à quelqu'un d'autre de nous faire le boulot. Donc on a demandé à un intégrateur de nous générer des événements à partir de cette plateforme pour rentrer dans notre système. Donc ça c'est très bien, l'intégrateur il appelle des API du composant SaaS, il va les appeler en respectant le rate limiting imposé par le composant SaaS et va nous sortir des événements. Donc c'est très bien, on est découplé, hein. Forcément on fait de l'événement, on évite le couplage. Par contre, le coût, est-ce que ça nous coûte plus cher que si on l'avait fait soi-même? Ça c'est encore à démontrer, mais ça potentiellement, pour aller plus vite, on a fait appel à quelqu'un d'autre, donc potentiellement ça nous a coûté plus cher. Donc très bien, j'ai des événements, c'est magique, ça rentre dans mon système. J'ai un événement de produit, j'ai un nouveau produit, le produit doit être intégré dans mon système et le problème suivant, c'est que ça ne se fait pas tout seul. J'ai un outil de marketplace, je vais avoir des grosses problématiques de performance autour de tout ça. Donc en termes de débit. Donc mes systèmes legacy qui me permettent de gérer mon catalogue sont pas capés pour gérer une volumétrie de millions de commandes ou de changements de prix. Les soldes, dans le monde du retail, on aime bien les soldes, ça nous fait exploser la plateforme x10, x20 sur 2 heures de temps. Voilà, il faut qu'on soit capable de récupérer les prix de tous les produits marketplace vendus de tous nos vendeurs à 8 heures le matin des soldes. Donc notre système de gestion de prix est incapable de faire ça. C'est un système Java Spring Boot 2 peut-être, sur une base Oracle complètement relationnelle, on-premise, et il n'est pas capable de gérer ça. Donc on a mis en place le pattern de webhook, tout simplement. Le pattern de webhook, c'est comme une API, mais ça gère de l'événement, à peu de choses près. Et ce pattern-là permet de rajouter de la sécurité aussi. Donc la sécurité, dans l'implémentation du pattern webhook, toutes les requêtes sont signées entre mon intégrateur et mon entreprise. Donc on sait identifier les choses de façon pérenne et surtout de façon sécurisée. Et tout ça en ayant des latences très basses de l'ordre de la dizaine de millisecondes pour pouvoir accepter un débit énorme venant de mon intégrateur. Plus de sécurité, c'est plus simple, un webhook c'est plutôt simple, on a un point d'entrée, on envoie tout dedans, tous mes événements. C'est des événements type Cloud Event, donc on a toujours la même enveloppe, il y a juste un peu de contenu qui change. Donc on a un webhook qui a été exposé, qui prend l'enveloppe et qui en fonction du contenu fait des trucs. Donc le contenu, toujours le même principe, ok, on a exposé quelque chose qui est super scalable, qui est super performant, par contre on tape quand même directement nos systèmes legacy, et ça répond toujours pas. Donc c'est pas la solution. On a mis une petite brique de nouveauté, mais on n'est toujours pas au top. Donc en termes de débit, ce qu'on va faire du coup, c'est, je vous parlais de Kafka tout à l'heure, hein, très bien, j'ai un cluster Kafka on-premise qui est installé depuis 3-4 ans chez mon client, on va l'utiliser. Et voilà, je reçois un événement de mon intégrateur dans mon webhook, le webhook il l'envoie dans Kafka, il dit ok, 4 millisecondes, parfait. Voilà, j'ai un système Kafka qui a été installé il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, je ne sais pas, dans
dans mon entreprise, qui a bien sûr été mis à jour, pas du tout, qui n'a jamais été mis à jour. On a une vieille version. La conf par défaut est en prod aussi, donc on n'a aucune durabilité, persistance de message plus que ça. Et il est utilisé pour des petits cas, mais vraiment sur la volumétrie attendue, on se posait des questions sur la pérennité de cette chose-là. Donc, on a été un peu plus loin dans une solution complètement managée. J'ai délégué tout ça dans une offre managée. Boum, un produit managé, très bien. Plus d'on-premise, je gère plus la mise à jour de mes clusters. Je fais confiance. Je paye peut-être plus cher, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis sûr qu'avec ça, je peux atteindre les débits que je voulais au niveau de mon intégration d'événements. Et l'avantage, encore une fois, de ce système de découplage qu'on a mis en place avec des événements, tout se passe ici finalement. Tout se passe dans le cluster Kafka. Le cluster Kafka va permettre de faire la rétention entre le producteur et le consommateur. C'est marrant, la conférence de tout à l'heure sur producteur, message, consommateur, encodage, décodage, enfin c'est du Kafka. Voilà, moi ça m'a fait penser tout de suite à ça. Mais du coup, les producteurs ils peuvent balancer, ils peuvent parler super vite. Les consommateurs ils peuvent écouter après. Donc dans une communication humaine, c'est pas bien, c'est pas bon. Par contre, c'est bien pour mes systèmes legacy, pour intégrer des prix qui changent très souvent. Ben voilà, je vais accumuler mon retard dans mes topics Kafka et je consommais à mon rythme les informations. Donc là, on était encore sur un usage point à point. J'ai une modification de prix, c'est consommé par mon application de prix. J'ai une modification de produit, c'est consommé par mon application de gestion de produit. Donc voilà, on a quand même du point à point. Par contre, on s'est ouvert à ce moment-là le champ des possibles en se disant, bah voilà, si quelqu'un d'autre a besoin du prix aussi à un moment ou à un autre, bah, il pourrait en faire quelque chose. Voilà. J'ai mis des événements typés, classiques, documentés. Et je peux en faire d'autres choses. Donc là, en partant de ce postulat-là, en partant sur cette architecture-là, on sait qu'on sera prod ready. On sait qu'on a un intégrateur qui fait le boulot, plus ou moins bien. On a tous travaillé avec des intégrateurs où, quand on n'est pas trop carré dans les specs, bah forcément, il y a un peu de décalage entre ce qui est livré et ce qui est attendu. On sait qu'on va gérer des événements à travers un webhook qui va être hautement scalable avec des performances de débit monstrueuses parce que Kafka est là derrière et que j'envoie un événement en quelques millisecondes, j'ai répondu et après c'est intégré dans le système plus tard. Et le système il ne va pas se faire complètement déborder parce que le système legacy va lire à son rythme dans le cluster Kafka. Donc potentiellement mes prix soldés que j'aurai à 8h du matin le premier jour des soldes seront peut-être pas tous à jour sur les produits marketplace parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Je vous le disais juste avant, travailler avec un intégrateur c'est pratique, ça fait gagner du temps. Par contre, il faut être vraiment carré sur ce qu'on attend d'eux. Quand on ne l'est pas, il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche toujours bien. Donc on s'est pris les pieds un peu dans les contrats d'interface. Donc on n'avait pas forcément bien défini les contrats d'interface. À travers des fichiers Excel envoyés par mail, c'est pas le plus simple. Mais on s'est retrouvé assez souvent avec ah tiens, tu gères la date à ce format-là, c'était pas prévu. Bref, les trucs un peu qu'on avait dans le legacy et qu'on retrouvait encore maintenant. Donc voilà, on contribue toujours à faire du legacy. Et il y a toujours des mauvaises idées des fois qui débarquent. Donc l'objectif de ça, c'était de se dire, faut se protéger. Moi, je veux pas que dans mon système, il y ait des mauvais événements qui entrent. L'intégrateur, il fait des fois des choses pas forcément cool. Il nous envoie des événements qui sont pas forcément bien structurés. Moi, j'en veux pas dans mon système. Il se débrouille avec, faut que je lui rejette absolument ce truc-là. Le webhook, son rôle, 2 millisecondes, 4 millisecondes de latence pour envoyer dans Kafka. Il n'y a pas trop le temps de faire beaucoup de contrôles. Donc il va rester sur des contrôles assez simples. Et du coup, on a dû trouver des subterfuges pour faire ça. Et globalement, on va utiliser la notion de schéma. Qui a déjà fait du Kafka ici? Utilisation des schémas dans Schema Registry.
Un peu schéma Avro? Un peu, ok. Alors la force de la plateforme aussi qu'on a autour de Confluent et de Kafka, c'est d'avoir un composant qui s'appelle le schema registry qui va nous permettre de mettre dans un endroit commun mes contrats d'interface finalement. Mes contrats, mes Swagger qu'on pourrait mettre sur des API, bah, je vais les mettre au format Avro, donc c'est un standard assez reconnu et c'est un peu le standard par défaut qu'on utilise. Et on va les mettre à un endroit et je vais faire en sorte que mon joli petit webhook ici, en entrée, bah, il contrôle le schéma avant de l'envoyer dans Kafka. Comme ça, moi je sais dire tout de suite, ok, ça marche et c'est envoyable dans Kafka et je renvoie une 201 created ou alors une 400 en disant tu m'as envoyé de la merde. Donc les schémas, je vous avais dit, un Cloud Event, donc on est sur une enveloppe un peu générique avec une partie data qui correspond à une entité, à un business term, à quelque chose. Donc on va avoir des objets de type, enfin des schémas de type mise à jour d'un vendeur. Donc c'est mise à jour des informations du vendeur, on va avoir création d'un vendeur, on va avoir des événements de type commande prête à expédier, enfin ou expédier du coup. Donc on parle toujours au passé dans les événements. Donc on va avoir tous ces types d'événements qui vont définir des champs obligatoires en définissant des types, etc. etc. Et on va avoir du coup la formalisation de mon enveloppe à travers un bel event. Donc ça c'est ce que je vais prendre dans mon webhook. Je vais prendre un event qui va me dire sur quel type de ressources, toujours à la base de Cloud Event, on identifie la ressource. C'est un vendeur, c'est une commande, c'est un produit, c'est une offre qui est la corrélation entre un vendeur, un produit, un prix, un stock. Voilà. On va définir un peu toutes les ressources sur lesquelles je vais travailler. On va définir les événements associés à ces ressources, toujours à base d'énumération. Donc le type de mon événement, une petite date d'envoi, c'est toujours bien pratique d'avoir la date d'envoi, et enfin une partie data où je vais utiliser le mécanisme des unions, donc une union de type dans les schémas. Donc là, je dis que mon event, la partie data, ça peut être ça, ça ou ça. Et c'est magique. À peu de choses près. C'est magique parce que tout de suite, le contrat est clair. Nous, on a implémenté cette partie de notre côté. On sait qu'en entrée, on n'aura pas autre chose que ces choses-là. À partir de ces événements, on va pouvoir ensuite rediriger à mes sous-systèmes un peu legacy. Je vous parle des prix, des stocks, etc., des commandes. Donc je vais pouvoir rediriger, et on a utilisé un pattern qui existe depuis un bout de temps, dans les patterns d'intégration, qui s'appelle le message routeur. Alors, il n'y a rien de compliqué en tant que tel. On a un événement en entrée, on a un type, on a une ressource. Il n'y a rien qui est compliqué de dire, bah voilà, toutes mes ventes, tous mes vendeurs, pardon, je vais les envoyer dans un topic à part qui concerne que les événements vendeurs. Donc je vais détricoter l'enveloppe et envoyer que la partie data dans ce topic-là pour mettre à disposition, voilà, un événement vendeur. On va rajouter en header, bien sûr, tout ce qu'on avait dans l'enveloppe pour pas qu'on perde ces informations. Et on va mettre à disposition tout simplement voilà, tous les vendeurs, je vais les mettre là-bas, tous les produits, je vais les mettre là, etc. etc. Donc je découpe complètement mon topic unique d'entrée. Donc j'avais un topic event en entrée qui me permettait d'atteindre la scalabilité. Là, je commence à découper pour cibler les topics de sortie. Je ne cible pas des applications, j'allais dire je vais cibler des applications. C'est pas le but, je suis un système découplé. Donc je vais mettre les commandes à un endroit, je vais mettre les produits à un autre. Et après, chacun vient écouter ce qu'il veut. Donc voilà, le pattern de message routeur, il est plutôt simple, il est plutôt reconnu. Et globalement, derrière tout ça, il y a une petite application Kafka Stream qui fait 4 lignes. Avec une topologie où c'est juste du branche en fonction d'un attribut. Je branche là, je branche là, je branche là, et c'est fini. C'est même un peu overkill de faire du Kafka Stream pour ce genre de truc.
Et en tout cas, ça marche bien. Et après, ben, voilà, mes systèmes n'ont plus qu'à venir écouter les événements à leur rythme et à appliquer ce qu'ils veulent faire dessus. Et j'aurais tendance à dire, ben, moi j'ai mis à disposition les événements, c'est le reste du système maintenant qui doit venir écouter ces événements pour intégrer tout ça dans les sites web et dans les systèmes sous-jacents. Les problèmes de livraison, on en a tous, hein. On fait du topic, on fait du Kafka ou que ça soit autre chose, hein. À un moment ou à un autre, ben, mon consommateur il va venir écouter mon événement et il ne va pas réussir à consommer parce que est-ce que le legacy a plus de bugs que des applications récentes? Je ne sais pas. Mais voilà, il n'a pas réussi à consommer, il n'a pas réussi à insérer dans sa base de données les choses. Du coup, on a géré un mécanisme de retry qui est pas inclus dans Kafka. Dans Kafka, il faut le gérer là. Bon, Spring Boot, il nous aide bien pour faire ça. Et globalement, on se dit, ok, je veux intégrer un prix sur un produit. Je ne peux pas l'intégrer parce que je ne connais pas le produit. C'était un peu notre use case. Parce que finalement, le produit et le prix peuvent arriver dans des événements et être consommés dans nos sous-systèmes de façon dans des chronologies un peu différentes. Donc voilà, j'ai pas encore fini de remonter mon produit dans mon système legacy point à point jusqu'à chez moi, alors que je suis obligé d'intégrer un prix. Donc on a mis en place des topics de retry, on va réessayer au bout d'un certain temps. Voilà, on sait qu'au bout d'une demi-heure, généralement, notre produit il est arrivé. Il a fait toute sa boucle. Et si en une demi-heure il n'est pas là, c'est vraiment qu'il y a un problème ailleurs. Donc le message, on va le mettre à côté. Comme toutes les DLQ qui se respectent, personne ne va voir s'il y a dedans. Personne ne s'occupe des messages. Et voilà, ça s'expire tout seul. À ne pas faire, hein, bien sûr, mais c'est les classiques. Donc ça, on a fait tout le sens descendant. Envoyer des événements de mon outil SaaS vers mon système legacy. Alors quand moi je fais une commande sur mon site web, que j'achète un produit marketplace, maintenant il faut envoyer tout ça vers le prestataire de l'autre côté. Donc on passe toujours sur les mêmes événements, on passe toujours sur du Kafka, on passe toujours par l'intégrateur. Donc globalement, on a simplement mis un genre de proxy vers notre composant SaaS. Donc le proxy, il a son intérêt, c'est que uniquement le proxy et le webhook connaissent le composant SaaS. On découple. Si demain on veut changer de prestataire ou de solution de marketplace externe, on pourrait facilement. Je mets toujours les petites guillemets parce que c'est pas si simple que ça. Donc voilà, on a juste mis un proxy qui expose globalement tous les événements qu'on souhaiterait envoyer. J'ai créé une commande pour tel vendeur, ben voilà le contenu de la commande. Et on fait juste de la traçabilité dans Kafka. Donc tout ce qu'on envoie à notre intégrateur qui a les performances et la qualité qui étaient à l'époque de cet intégrateur-là, n'était pas toujours performant, n'était pas toujours qualitatif, n'avait pas toujours les couches d'observabilité qui allaient bien, et nous renvoyait souvent la balle en disant c'est vous qui nous envoyez des choses pas cohérentes. Donc pour se prémunir de toutes ces choses-là, la communication d'abord, parler aux gens, c'est important. Mais du coup, on stockait tout ce qu'on envoyait dans Kafka. Comme ça, on savait ce qu'on leur envoyait, on savait ce qu'on leur avait envoyé, on savait quand est-ce qu'on l'avait envoyé, on stockait les codes de retour qu'ils nous donnaient. Alors pour la petite histoire, c'est un intégrateur qui nous disait, voilà, on envoie de l'événement chez eux, il envoie une 204 quand c'est OK, et quand il y a une erreur, il nous renvoie une 200. Donc on devait tomber dans un bout de code chez eux qui gérait pas le cas d'erreur, ils ne nous renvoyaient pas une 204, mais ils nous renvoyaient une 200. On ne l'a pas implémenté, on leur a dit non. Donc voilà, on l'a découvert grâce à cette traçabilité dans Kafka et c'était avant qu'on intègre des outils d'observabilité un peu plus larges. Hein. Maintenant, cette partie-là, elle est un peu moins importante. Il y a des outils type Datadog, Dynatrace, etc. qui sont en place pour pouvoir gérer tout ça. Et là, normalement, on est pas mal. On est pas mal, je sais gérer de la scalabilité, je sais gérer du débit, je sais parler avec des événements. J'ai commencé à rajouter un peu de nouveauté, de modernité. Alors je fais toujours attention maintenant quand je parle de modernité et de nouveauté parce que c'est toujours délicat. Mais voilà, j'ai apporté des nouvelles possibilités dans mon système de main. Et en tout cas, je ne lui ai pas fait trop mal. C'était ça qui était fait. Donc ça a pris 6 mois. 6 mois pour intégrer une solution de marketplace dans un site web avec un legacy de plusieurs décennies.
Voilà, 6 mois. Des milliers de messages par jour. Là, je pense qu'on est à plus de 5 millions en quelques années de messages qui est passé dans le système. Et ça marche très bien. J'avoue, on n'y touche pas on ne touche jamais à ce système-là. C'est plutôt les systèmes sous-jacents sur lesquels on va agir plutôt que cette partie-là. C'est plutôt robuste. Et donc ce qu'on a appris, c'est vraiment la notion de contrat, le contrat, que ce soit avec l'intégrateur, que ce soit avec les applications qu'on utilise en interne. Voilà, le contract first, définir les bons contrats avec les bons outils, éviter les fichiers Excel où on met en rouge une colonne parce qu'on l'a changé et qu'on renvoie par mail. Voilà, faut s'aider des fois. Et les leçons sur le on-premise versus les solutions managées aussi, qui étaient plutôt intéressantes dans l'usage de Kafka en tout cas. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc on va aller un peu plus loin, parce que le projet, le sujet a bougé, et il y a 3 petites choses qui ont changé. Mais on a enlevé l'intégrateur depuis. Voilà. On a pris le temps d'enlever l'intégrateur, on a pris le temps d'enlever ce qui nous coûtait, et on a repris en connaissance le sujet. Donc notre webbook est beaucoup moins utilisé à l'heure actuelle, parce que maintenant c'est des cron jobs. Enfin, c'est côté Google, c'est des cloud schedulers qui tournent, qui vont appeler le composant SaaS en respectant leur quota, leur rate limiting, pardon. Et voilà. Donc le composant SaaS fait toujours pas d'événements en tant que tel, en tout cas pas sur tous les niveaux. Donc on a repris chez nous l'intégration de ces événements, et voilà, on continue à utiliser tout le reste derrière. Donc ça, c'est un chantier qui a été plutôt facile, parce que maintenant qu'on sait comment fonctionne la plateforme, l'outil SaaS, on sait comment il fonctionne, on connaît les événements, il a juste fallu reprendre et puis passer par l'intégrateur pour récupérer les événements. Donc par petits morceaux, on a commencé par les produits, par les vendeurs, etc. On a été interrogé tout ça. Tout au début du projet, on était dans une dynamique de move to cloud de nos applications legacy. Donc là, voilà, j'ai réduit la brique legacy pour rajouter une brique Google Cloud à côté, où j'aurais pu remettre des briques legacy dedans, mais ça allait pas bien sur le schéma. Mais globalement, on a commencé ça, et c'est un peu ça l'idée de l'usage de Kafka. À l'époque, on a utilisé une solution managée, on était tout aux prémices de la plateforme Google côté de mon client. Et du coup, plutôt que s'inscrire dans les outils déjà disponibles dans la plateforme Google, on a préféré prendre un outil tierce que vous allez voir qu'on est en train d'essayer de remplacer. Donc voilà, Move to Cloud, des applications. On s'est ouvert aussi tout un panel de nouveaux outils, de nouveaux usages et de nouvelles possibilités autour de tout ça. Et le sujet qui est du moment, c'est remplacer, pour rentrer un peu dans la norme de l'entreprise, les échanges dans l'entreprise, c'est faire du PubSub. Donc, ce qu'on fait avec Kafka à l'heure actuelle, je parle de Kafka Stream, etc., refaire tout ça dans du PubSub, il n'y a pas de souci. Ça marcherait bien, ça répond. Le gros enjeu et la grosse problématique avec plein de petits moins là, c'est la gestion des schémas. Confluent Cloud propose le schéma registry qui permet de gérer des unions, qui permet de gérer pas mal de choses. Ce qui est mis en place dans la plateforme Google, c'est beaucoup plus restreint. Donc on ne peut pas gérer d'union. C'est assez compliqué à gérer, et on s'arrache un peu les cheveux. Donc ça, c'est work in progress, mais l'objectif, c'est d'être complètement transparent, de remplacer notre brique Kafka par une brique PubSub à côté. Donc on va pouvoir faire tourner les deux en parallèle pour pouvoir faire une transition plutôt simple. Mais l'objectif, c'est juste de remplacer cette brique, et c'est en train de se faire. C'est un peu plus laborieux que prévu, mais c'est en train de se faire. Alors j'aime bien finir par cette slide-là, parce qu'elle illustre pas mal les choses. Voilà. C'est à la base, moi j'ai fait un dessin tout au début, mon legacy, un système, et je fais l'événement. On l'a fait évoluer. Est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire? Sûrement. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait du legacy? Sûrement. Mais en tout cas, ça répond à la fonctionnalité. Donc,
Le message de fin, c'est le legacy. Pour moi, la définition du legacy, c'est surtout un outil qui répond plus à la fonctionnalité que vous attendez. Voilà, c'est pas parce que c'est vieux que ça marche pas bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci, c'était super intéressant. Ce qui me pose question, c'est le dernier slide, Move to PubSub. Je me pose vraiment la question, pourquoi vous vous êtes mis dans cette galère? Quelle valeur ça apporte? Enfin, je veux pas rentrer dans le débat, Kafka c'est mieux que PubSub, c'est pas l'intérêt, mais tu as mentionné la registry, on pourrait parler de Connect, etc. Donc c'est quoi qui fait que vous avez décidé de bouger, quoi? Moi, je suis arrivé dans le projet pour intégrer la marketplace en tant que presta dans la boîte avec ma casquette Kafka, avec ma casquette trainer et je suis encore le seul dans la boîte à avoir cette compétence. On a eu 2 incidents de prod où j'avais la casquette du Superman qu'on évoquait ce matin. Et cette casquette-là, j'étais pas là et il y a quelqu'un qui a balancé un événement un peu merdique en prod à la main. Sérialisation qui pète dans tous les coins et bloqué pendant 2 jours. J'étais en week-end. Donc voilà. Problème de connaissance, problème de passation. Et du coup, là, c'est de rentrer dans un socle géré par l'entreprise avec des connaissances de partout. Donc les équipes échangent, même SOA à l'époque n'avait pas la connaissance suffisante pour accompagner les équipes sur ces problématiques-là. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions? Bah merci. Merci à vous.